Center. C'est un très grand plaisir pour moi et Jérôme de venir vous présenter ce sujet dans la pure tradition de XKE pour partager ses connaissances sur un sujet technique qui nous passionne particulièrement. Je suis Jean-Pascal Thierry, donc je suis un Xebian depuis un peu plus d'1 an et demi. Et j'ai l'honneur de présenter ce slot avec Jérôme Doucet. Donc, Jérôme Doucet, consultant Xebia depuis 1 an, passionné de technologie back et d'architecture distribuée en règle générale. Alors, on a tous les deux le plaisir d'officier dans la formation back auprès de Xebia. Donc on va commencer ce slot. Bonjour Mesos. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de cluster, on va parler de machine, on va parler de VM, on va parler d'infrastructure, on va parler de Mesos bien sûr. On va commencer par un petit rappel de comment ça se passait avant l'arrivée de Mesos et de qu'est-ce que Mesos va nous apporter. Dans un deuxième temps, Jérôme va nous présenter des cas d'utilisation sur l'usage de Mesos, qu'on peut avoir avec Mesos plutôt. Donc avant Mesos, comment ça se passait? Les grands du web, dès qu'ils avaient un besoin, on commençait à basculer gentiment d'une infrastructure bare metal hébergée chez eux vers des infrastructures cloud. Dès qu'un besoin se faisait ressentir, ils se sont orientés vers la création de VM dans le cloud. Alors c'était super, ça a permis de faire du capacity planning, éventuellement d'héberger ces ressources à l'extérieur de leur infrastructure, avec des provisionneurs de cloud. Le truc, c'est que Twitter, une année, a fait un petit audit et s'est aperçu que 10% de sa facture annuelle était réellement exploitée en termes de ressources. C'est-à-dire que sur l'ensemble des machines virtuelles qui étaient créées dans le cloud, seulement 10% de leurs ressources étaient réellement utilisées. Comment expliquer ça? En fait, il se trouve que dès qu'ils avaient un besoin, effectivement, ils faisaient scaler leur application, ils créaient une nouvelle VM, ils mettaient leur application dedans. En général, ils surestimaient les ressources qu'il y avait à utiliser pour faire tourner l'application, histoire de ne pas tomber tout de suite à court de ressources. Le truc, c'est qu'elle était trop surdimensionnée et ils n'exploitaient pas le reste de la VM. Du coup, à la fin de l'année, on se retrouve effectivement avec une facture où on a 10% de la facture qui est réellement exploitée. Donc il y a un gain qui est énorme. C'est ce qui a motivé l'existence de Mesos. Comment ça s'est passé? En 2009, l'université de Berkeley a poussé les prémices de Mesos. Et très très tôt dans sa conception, Twitter s'est impliqué dans le développement du projet, avec notamment 2 personnes, donc Florian Lebert et Benjamin Ekman, qui se sont très très vite impliqués. Dès 2010, ils étaient déjà sur Mesos. En 2010, donc moins d'1 an après, le projet intègre la fondation Apache au stade incubator. Et en 2013, ils rejoignent le top level de la fondation Apache. Ce que ça implique, c'est une chose assez rare pour être souligné auprès d'un projet qui intègre la fondation Apache, puisque c'est un changement de statut qui est assez court dans le cycle de vie de la fondation. Florian Lebert décide de quitter Twitter pour intégrer une société que vous connaissez certainement qui s'appelle Airbnb, dans laquelle il va aller officier. Il y trouve quelqu'un qui s'appelle Toby Knopp. Et ces 3 acteurs, donc Florian Lebert, Benjamin Ekman et Toby Knopp, décident de fonder tous les 3 une société qui s'appelle Mesosphere, qui a pour vocation de fournir un écosystème à Mesos et faire vivre la communauté Mesos. Alors Mesos, c'est quoi? En quoi est-ce que Mesos va nous aider à résoudre nos problèmes de ressources? Mesos permet de faire du clustering générique, c'est-à-dire de voir votre cluster de manière assez hétérogène. On va voir plus tard que ce n'est pas forcément le cas. Ça permet de définir une interface d'échange, de partage de ressources au niveau infrastructure, j'entends, en termes de CPU RAM typiquement. Et c'est un formidable support pour pour les applications distribuées. Tout au long de la journée, on a pas mal entendu parler de microservices typiquement. C'est un outil d'orchestration qui peut être très utile dans le cadre d'une architecture microservice, mais pas que. Quelques cas d'usage, du coup, on va retrouver effectivement toutes les applications distribuées, puisque c'est à ça que Mesos s'adresse, avant tout. Et comme on l'a évoqué avec le cas de Twitter, qui voulait du coup augmenter sa densité applicative, veut rentabiliser sa facture auprès de son provider de cloud.
Alors quand je parle de provider de cloud, ça pourrait aussi bien s'adresser à du provider comment dire, externe type Amazon, OVH ou du cloud en interne aussi, hein, bien sûr. Je vais vous donner un petit rex qui nous a été fourni lors d'un meet-up de Mesos par un développeur de HubSpot, qui est une application, enfin de HubSpot, qui est une entreprise qui a développé un outil qui s'appelle Singularity, qui est un applicatif dans l'écosystème de Mesos. Avant Mesos, en production, il comptabilisait 843 composants sur 700 serveurs. On entend par composant un serveur web, une base de données, un service, voilà. Ce qui fait un ratio d'à peu près 1,2 composants par serveur. Après l'arrivée de Mesos, ils sont passés à, alors là on ne voit pas sur le slide, mais ils sont passés à 1500 composants sur une centaine de serveurs. Ce qui faisait un ratio de 12 composants et demi par serveur, soit un ratio de x10. C'est-à-dire qu'on a augmenté la densité applicative d'occupation des serveurs de x10, d'un facteur 10, ce qui est absolument énorme. Typiquement, dans le cadre de Twitter, on passerait de 10% de la facturation réellement utilisée à 100%. Alors, l'un des problèmes que lève Mesos, entre autres, on a parlé tout à l'heure de voir Mesos comme un outil de clustering comment dire, homogène, c'est que la vie, c'est pas ça. En gros, votre cluster, votre data center, c'est pas un ensemble de machines qui sont stricto sensus identiques, à savoir toutes le même type de CPU, toutes le même type de RAM, toutes le même type de disque, toutes la même configuration réseau. La vie, ça serait plutôt, vous avez monté votre entreprise, vous avez acheté 2 serveurs pour commencer, et puis vous avez décidé de rajeunir un des serveurs en en achetant 3. D'accord ? Vous avez décidé de passer avec du SSD, et puis vous êtes mis au techno avec du GPU, donc vous avez acheté des serveurs spécialisés pour du GPU. Puis vous avez décidé de faire un peu de storage, donc vous avez acheté des machines qui avaient des gros disques durs pour accueillir tout ça. Et puis un jour, vous avez trouvé un serveur qui traînait, que vous avez inclus dans votre data center. Donc la vraie vie, c'est plutôt un data center, c'est plutôt constitué d'un ensemble de machines qui sont plutôt très hétérogènes. Et Mesos va essayer de nous permettre d'exploiter au mieux les ressources de chacun de ces serveurs. On va essayer de voir ensemble, du coup, ce que Mesos va nous apporter et comment est-ce qu'il le fait. Comment ça marche? Mesos, comme on l'a dit, permet de partager des ressources. Comment est-ce qu'il va nous permettre de faire ça? On va retrouver une entité, un Mesos master, et on va trouver un ensemble de slaves, d'agents qui vont tourner sur chacune de nos machines de notre cluster. Ces machines vont s'enregistrer auprès du master en lui donnant un ensemble d'attributs qui vont constituer la configuration de notre serveur. Les 2 attributs minimaux requis par Mesos, c'est le nombre de CPU sur la machine et le nombre de la mémoire qui est disponible. Donc là, on voit bien sur cet exemple, par exemple, que j'ai un cluster qui est assez hétérogène. J'ai un serveur avec une trentaine de CPU, alors qu'à côté, j'ai une machine avec 4 CPU ou 2 CPU. Pareil pour la RAM. Il y a un autre composant important dans l'écosystème Mesos, dans les concepts qui entourent Mesos, qui s'appelle les frameworks. Un framework est constitué d'un scheduler. C'est un vocabulaire qu'on trouve aussi beaucoup dans les systèmes distribués, du coup. Le scheduler, son rôle, c'est de lancer des tâches. Alors une tâche, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être une ligne de commande bash, ça peut être un job Hadoop, ça peut être une instance Tomcat. On va retrouver notre Mesos master, auprès duquel le scheduler va communiquer. D'accord ? Le rôle du Mesos master, ça va être de maintenir l'état de mon cluster. En gros, dans quel état se trouve mon cluster, quelles sont les ressources qui sont à disposition et quelles sont les ressources que je peux exploiter. Et enfin, dans le framework, on peut trouver éventuellement un exécuteur. L'exécuteur, son rôle, c'est d'exécuter les tâches. Il est entre parenthèses parce qu'il est purement optionnel. En effet, Mesos propose de base quelques mécaniques pour lancer des tâches de manière native. Typiquement, une commande système, il le lancera de manière native. Il ne va pas utiliser un exécuteur. L'autre rôle de l'exécuteur, éventuellement, ça va être capable de faire de la reprise de tâches sur erreur, de rescheduler des tâches ailleurs, etc. De maintenir l'état. Du coup, on peut voir un petit peu notre cluster et Mesos comme une place de marché de nos ressources qui sont disponibles dans le cluster ou dans notre data center. On va retrouver donc, comme tout à l'heure, notre master avec des slaves. On va y rajouter donc un scheduler et éventuellement des exécuteurs.
Le scheduler va aller dire au master qu'il est là et qu'il est intéressé par les offres qui sont disponibles sur le cluster. Ce que va faire le master, c'est qu'il va lui remonter une liste d'événements et d'offres. Donc les événements, ça va être un nœud nous a rejoint, un nœud nous a quitté, par exemple, ou telle ressource a été occupée, telle ressource est disponible, ça ce sont les offres. Quelles sont les offres qui sont maintenant disponibles? Et une fois que le scheduler va avoir eu vent de ces offres qui lui sont disponibles, il va éventuellement dire au master, moi cette offre de ressources-là, j'ai besoin de lancer une tâche qui va avoir besoin de X CPU, X RAM. Il va le dire au master, et le master, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dire à notre slave de scheduler la tâche. Et éventuellement, l'exécuteur en dessous qui va réaliser la tâche. Alors Mesos, ça ne fait pas que de la place de marché. Ça permet d'aller un petit peu plus loin que la CPU et RAM que je décris. CPU et mémoire, ce sont les deux attributs vraiment nécessaires et mandatoires, on va dire, obligatoires pour pouvoir s'enregistrer auprès du cluster Mesos. Mais on peut rajouter un ensemble d'attributs de manière complètement arbitraire. Typiquement, je parlais tout à l'heure de notre cluster, de notre data center avec un ensemble de serveurs très hétérogènes. On pourrait tout à fait avoir tagué le serveur comme étant avec un disque dur SSD ou avec un GPU. Ces tags sont intégrés aux offres qui sont remontées au scheduler. C'est-à-dire que le scheduler lui va avoir connaissance de ces tags qu'on va avoir définis de manière arbitraire. Et enfin, il y a des tags qu'on peut donner sur les machines aussi qui sont là pour donner du contexte un peu à la machine. Il arrive assez souvent qu'on ait besoin, dans le cadre de notre application distribuée, d'avoir des instances colocalisées sur un même rack, par exemple, pour limiter les latences réseau, typiquement. Donc on pourrait tout à fait trouver un attribut ou un tag qui correspondrait à l'ID du rack, ou à la région dans laquelle se trouve l'instance. Donc ça nous permet d'avoir quand même une description assez flexible de notre data center. C'est super. Est-ce qu'avec ça, on est prêt à partir en prod ou pas? C'est une grande question. Est-ce que Mesos c'est assez mature? Est-ce que j'installe Mesos et ça y est, je pars en prod? Ou est-ce qu'il y a quand même 2-3 choses à faire? Bon, déjà, avant de faire du Mesos, qu'on soit clair, Mesos a été prévu pour tourner sur plusieurs dizaines de milliers de nœuds et de gérer sur chacun de ces nœuds potentiellement des dizaines, voire des centaines de services. Ça représente énormément d'instances. Et avant même de faire du Mesos, ça implique déjà qu'au niveau de votre pilotage de votre infrastructure, vous soyez un tant soit peu DevOps. Pour ceux qui étaient là sur le slot de Seven sur le nouvel Ops, il en parlait, il a repris le même anagramme. Donc Calms. Calms, qui est un anagramme qui me permet de définir un petit peu comment mettre en place DevOps. Ça me permet à moi de vous définir vaguement ce que c'est que DevOps, de la manière dont on peut le mettre en place. On va commencer par la fin de l'anagramme avec le S pour sharing, donc le partage de connaissances typiquement. M pour measurable, donc là on va être capable de mesurer, l'idée c'est de mesurer tout, effectivement, comme il le disait tout à l'heure. L pour lean, donc lean pour voir petit ou réduire les défauts. Moi je serais plutôt pour réduire les défauts. A pour automation, donc tout automatisé, c'est très important. Quand vous avez plus de 10 000 nœuds, vous n'allez pas vous connecter sur chacune des machines. Hein. Il va falloir donc automatiser les tâches. Et enfin C pour culture, donc pour changer la culture de votre SI. Donc effectivement, on ne commence pas par le changement culturel si le reste n'est pas venu avant. Mesos lève quand même aussi quelques petits points d'attention qu'il ne faut pas négliger. Le premier, on l'a vu sur le slide, c'est le Mesos master. Qu'est-ce qui se passe si mon master il tombe? Est-ce que mes tâches continuent à tourner? Est-ce qu'elles perdent la tête? Est-ce que je perds tout mon cluster avec mes 10 000 machines? Comment ça se passe? Et puis le scheduler aussi, enfin le ou les schedulers, hein, parce qu'on a parlé de framework avec le scheduler, on peut avoir plusieurs frameworks sur un cluster. Comment ça se passe si je perds mon scheduler? Comment est-ce que je peux me prémunir d'un cas de panne? Alors il y a une chose qui est importante dans tout ce qui est développement de systèmes distribués, de microservices et autres comparses, c'est la notion de garant de la vérité de votre état de votre cluster en termes ou de votre data center en termes de ressources, dans quel état ça se trouve. C'est une problématique qu'on retrouve assez globalement dans toutes ces architectures. C'est important d'avoir un endroit où on garantisse que la configuration est bien établie, elle est là, et je suis sûr qu'elle est là, elle sera toujours disponible. Il existe quelques outils qui permettent d'y répondre. Mesos a choisi d'utiliser TheKeeper,
qui est un outil développé en Java, qui est une sorte de base de données clé-valeur, qui a le bon goût aussi d'être distribuée, donc elle est répartie et répliquée, et elle intègre aussi, des algorithmes qui permettent de faire de l'élection par coordonnées. En clair, quand je vais écrire une donnée dans cette base de données, ils vont répliquer la donnée, et quand ils seront tous d'accord sur le fait que la donnée est bien écrite, que c'est celle-là qui est la vraie, qui est la bonne, ils disent d'accord, c'est celle-là qui est la bonne, et c'est celle-là qui sera mise à disposition. Donc ce n'est pas une base de données très efficace, efficiente en termes de performance, c'est pas ce qu'on lui demande d'un côté. Ce qu'on lui demande, c'est de garantir qu'elle détient la vérité. Donc typiquement, Mesos, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'appuyer sur Zookeeper pour maintenir l'état de son cluster. Quels sont les nœuds qui m'ont rejoint, quelles sont les tâches qui ont été schedulées, quelles sont les ressources qui ont été allouées, quelles sont les ressources qui sont disponibles. Une petite architecture pour de vrai. On va commencer avec notre master de tout à l'heure. On va lui rajouter un ensemble de machines avec des agents slave dessus qui vont aller s'enregistrer auprès du master, comme tout à l'heure avec la remontée d'attributs. On va redonder notre master parce que si jamais ce master tout seul il tombe, c'est un point de failure. On n'a pas envie de ça, donc on va le répliquer. Le problème, c'est que, encore une fois, qui est le garant de la vérité? C'est ce master au milieu ou c'est celui qui est sur les côtés, auquel je vais devoir m'adresser? Pour ça, on l'a dit, Mesos va se reposer sur Zookeeper. Les masters, chacun des masters, quand ils vont se lancer, vont aller communiquer avec Zookeeper, lui dire « je suis là ». Ils vont faire une élection de master. Zookeeper va élire un master. Quand ce master va être élu, les deux autres masters vont passer en stand-by. Du coup, si jamais mon master primaire tombe, j'aurai toujours une instance secondaire qui sera capable de prendre le relais. Pour information, sur le slide, j'ai mis 3 masters. Sachez que ça marche très bien avec 5, voire mieux avec 5. Parce que le Mesos Master a quelques difficultés à faire des élections de quorum avec 3 machines. Mais avec 5, ça marche très bien. On pourrait se poser la même question avec le scheduler. Du coup, on va redonder le scheduler comme on l'a fait avec le master. Et les schedulers sont aussi capables, du coup, là c'est dépendant du scheduler que vous allez choisir, hein, bien sûr, d'aller taper sur Zookeeper, de faire une élection de primaire aussi. Celui qui va être élu va devenir le primaire et il va s'enregistrer auprès du master comme étant celui qui fonctionne actuellement. Donc c'est bien. Je viens de répondre aux 2 points d'attention un peu particuliers qui sont un peu fragiles sur Mesos. Cependant, on va quand même établir une liste de quelques petites choses qu'il ne faut pas oublier et qui ne sont pas forcément répondues directement par Mesos. C'est souvent de savoir où se trouvent certains éléments, typiquement où est-ce que sont déployées mes applications, où est-ce que se trouvent mes logs de mes applications, parce que là j'ai un parc avec 10 000 machines, c'est super, mais si j'ai mes logs sur chacune de mes machines, comment est-ce que je vais faire pour les exploiter? Et aussi où est-ce que se trouvent mes données. C'est bien, j'ai instancié plein de bases de données sur 3 régions d'Amazon, comment est-ce que je sais où je vais retrouver mes petits si jamais j'ai une base de données qui tombe? Un début de réponse cependant. Pour savoir où sont déployées vos applications, vous pouvez utiliser des outils de service discovery. Pour les logs, on va parler souvent de centralisation de logs, donc des exemples d'outils qu'on pourrait trouver, ça va être du classique, Elasticsearch, Kibana, Hadoop. Voilà. Et pour les données, vous pouvez vous tourner vers des systèmes de fichiers distribués. Donc là, on va parler de ZFS, Ceph, GlusterFS. Tout ce que je suis en train de vous évoquer là, ce sont surtout des solutions qui sont à faire vous-même. Donc c'est pas Mesos qui va intégrer ces solutions-là. Il y a certains frameworks qui vont vous aider à définir des solutions à ces problèmes. Et je vais du coup laisser Jérôme vous présenter certains éléments de l'écosystème de Mesos. Alors donc, dans la première partie, on a vu Mesos, les principes de Mesos. Donc les concepts qui sont utilisés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir des cas d'utilisation. Mais pour ça, j'ai besoin de vous présenter plus en avant des frameworks. Jean-Pascal vous a déjà donné des éléments concernant les frameworks, les schedulers, les exécuteurs. Mais là, on va en présenter 2 plus précisément et après avoir 2 cas d'usage qui sont très en rapport avec les présentations précédentes, vous allez voir.
et une petite conclusion pour donner notre avis sur Mesos. Alors d'abord, un petit rappel. Alors, Mesos, seul, ça ressemble à ça. C'est vide. Mesos, c'est une place de marché. Ça ne fait que ça. Donc, pour rappel, vous avez un master auprès duquel des slaves qui vont s'exécuter sur chacune des machines de votre cluster vont envoyer des messages avec les ressources disponibles actuellement sur des ressources qu'elles ont disponibles. Donc il va falloir exploiter ces données. Et pour ça, on a de la chance. On a un écosystème donc, qui est assez fourni. Donc là, vous avez une petite présentation de toutes les, d'un ensemble de frameworks qui sont disponibles dans l'écosystème de Mesos. Donc en bleu, c'est tout ce qui va concerner le pass, le long running. Donc on va parler après plus précisément donc, de marathon. Ensuite, en vert, vous avez ce qui va concerner le data processing, donc des noms assez connus comme Spark, Hadoop ou Storm encore. En violet, ça va être plutôt du batch scheduling. Donc là, vous reconnaîtrez notre ami Jenkins. On va parler de Chronos aussi, donc juste après. Et enfin, en mauve, c'est ce qui va être data storage. Donc là, on a du Cassandra, on retrouve de l'Elasticsearch. Voilà. Alors, Mesos, pour le développement des frameworks, propose un SDK très riche, donc avec beaucoup de langages qui sont proposés, parce que Mesos compte énormément sur la communauté pour se développer. Vous avez du Java, du C++, du Python, du Go même. J'aime bien le Go. Alors, sans plus attendre, un petit rappel donc, sur des concepts qu'on a vus dans la première partie qui vont concerner directement les frameworks. D'abord, on reconnaît notre ami le scheduler. Donc, pour rappel, la responsabilité du scheduler, c'est d'être notifié par le master des mises à disposition des ressources et de demander l'exécution de tâches, ça peut être de programmes, on va voir un peu après ce qu'on peut justement demander à exécuter au master pour que ça s'exécute sur le cluster. Enfin, on a notre ami l'exécuteur. Donc l'exécuteur qui lui est optionnel parce que nativement sur Mesos, on peut exécuter donc des tâches via une commande bash ou via l'exécution d'un container Docker. Alors, donc maintenant, présentation d'un framework de batch scheduling. Quand on parle batch scheduling sur une VM ou sur une machine, on pense souvent à ça. Cron, c'est un superbe outil qui est bien, qu'on connaît bien, qui fonctionne très bien. Cependant, il y a peut-être quelques problèmes pour l'utiliser sur un cluster. On va voir pourquoi en le comparant avec Chronos. Donc Chronos, c'est un cron distribué, c'est un framework de Mesos qui a les fonctionnalités suivantes. Donc il a d'abord une haute tolérance aux pannes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir à la fois sauvegarder sa configuration et l'état actuel de ces tâches, des tâches qui lui ont été soumises, dans un nœud Zookeeper. Donc c'est-à-dire que si jamais il tombe et qu'il doit se relancer, rien n'est perdu. Il peut reprendre ce qui était en train de s'exécuter avant qu'il ne tombe. Et donc pour lancer une tâche Chronos, on va pouvoir utiliser, comme dit précédemment, une commande bash ou lancer un container Docker, une image Docker. Alors après, un peu plus long, un peu plus intéressant, on va parler d'un gestionnaire, on va appeler ça comme ça, de démons. Donc quand on parle de gérer les démons, de gérer le cycle de vie d'un démon sur un système Unix, on pense à des outils comme init, systemd. Simplement, pareil, même remarque que cron, ça ne va pas pouvoir être
généralisé sur un cluster parce qu'il y a toujours des contraintes particulières liées, à la liées au nombre de machines, tout simplement. Donc pour ça, dans l'écosystème Mesos, on a Marathon. Alors Marathon, voilà, Marathon, c'est un gros vilain démon. Donc c'est l'init démon pour un cluster Mesos. Il est capable de lancer n'importe quel binaire Linux sans aucun problème et il va superviser leur cycle de vie. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de dire à Marathon de relancer automatiquement un service si jamais il tombe, et il y a un certain nombre d'options qui sont possibles à ce niveau-là. Donc pour information, il est écrit en Scala, et un cas d'usage qui est très courant avec Marathon, c'est de l'utiliser pour lancer d'autres frameworks Mesos. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si vous utilisez Khronos sur votre cluster Mesos, il est conseillé, c'est une bonne chose de le lancer avec Marathon, parce que Marathon va pouvoir superviser donc le cycle de vie, va pouvoir de Khronos, le relancer s'il plante, et vous remontez, mais je spoil un petit peu la suite, et vous remontez des événements concernant l'exécution en cours de Khronos. Alors Marathon peut être aussi utilisé pour monter sur un environnement, sur un cluster Mesos, une plateforme as a service privée. Il fournit effectivement quelques fonctionnalités intéressantes dans ce sens-là. Alors tout d'abord, donc, il est capable de gérer la défaillance de logiciels, la défaillance matérielle, donc on l'a vu. Marathon, tout comme Khronos, enregistre sa configuration dans le cluster Zookeeper, et il gère le déploiement et le scaling des applications donc déployées sur un cluster Mesos. Marathon, encore Marathon. Alors, pour aller à l'essentiel, présenter des fonctionnalités, une liste de fonctionnalités de Marathon, parce qu'on a pas mal. Donc, comme on l'a dit, Marathon fournit un déploiement élastique, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer la scalabilité de votre déploiement, et vous pouvez aussi définir des dépendances entre vos services. C'est assez intéressant. Et il y a un versionning de la configuration de vos services. Marathon fournit aussi de la haute disponibilité, donc pas de single point of failure. Marathon fournit en interne un service discovery, un mécanisme de service discovery. Vous pouvez très bien utiliser un service discovery qui n'est pas fourni par Marathon, type Consul par exemple, mais ça peut être assez intéressant pour les cas d'usage qu'on va présenter après. Il expose aussi une API REST qui est très intéressante, donc, qui va nous permettre notamment de nous enregistrer pour être notifiés des événements qui arrivent qui sont remontés par Marathon au sujet des applications, des démons qu'il supervise. Donc, par exemple, ça peut être très pratique pour le monitoring et pour intégrer vos outils existants de monitoring à un cluster Mesos. Un cas d'usage. Donc, je crois que Jean-Pascal t'a dit dans la première partie que Mesos était particulièrement adapté pour des applications distribuées. Ça tombe bien, on a énormément parlé d'un type d'application distribuée très très en vogue qui est très hype en ce moment. Je veux bien sûr parler des architectures microservices. Donc, je vous propose Mesos comme orchestrateur de microservices. Alors, les microservices, donc je ne vais pas vous refaire une présentation comme Nicolas l'a fait à la présentation précédente, mais
Pour faire simple, c'est un style d'architecture distribué qui est fait pour être résilient, élastique, qui est fait aussi pour pouvoir normalement déployer de nouveaux services plus rapidement en production et avoir une meilleure réponse au time to market. Le problème, c'est que quand on met en place ce genre d'architecture, on se rend rapidement compte qu'il va y avoir des défis auxquels il va falloir qu'on réponde. Alors les défis, ça va être du monitoring, parce qu'on parle de là d'une application qui va être déployée potentiellement sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de nœuds. Comme l'a dit Jean-Pascal, avec sur chaque nœud, plusieurs instances de services qui peuvent être différents. Donc en fait, si on n'a pas de monitoring, si on n'a pas de mécanisme de monitoring, on est aveugle. En production, on ne sait pas ce qui se passe sur le cluster, ce qui est plutôt gênant. Un autre point d'attention, on va dire, c'est la cartographie. La cartographie des services. Quand les services se multiplient, c'est très facile d'implémenter très rapide, on va dire, d'implémenter un microservice, étant donné qu'un microservice est censé n'avoir qu'une seule responsabilité. Donc c'est pas très long à développer, c'est pas très long à déployer. Mais le problème, c'est que rapidement, il commence à en avoir beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, et on va plus savoir ce qui est déployé, quels sont les services, quelles sont les versions des services qui sont en train de s'exécuter sur le cluster. La cartographie est très importante, et de même, le fait d'avoir un outil qui est capable de déployer et de scaler ces services sur le cluster, sinon les microservices rime avec automatisation. Bon, c'est pas vrai, mais c'est censé rimer avec automatisation. Donc il faut pouvoir avoir un moyen d'automatiser ce déploiement et cette scalabilité. Alors une petite illustration. On vous en a parlé. Voilà, la cartographie des services internes de Netflix. On n'y comprend rien. Enfin, celui qui est capable à l'œil nu de me dire quels sont les services qui sont disponibles dans le SI de Netflix, il est très fort. Non, c'est incompréhensible. Donc là, en voyant ça c'est les microservices en vrai. On comprend l'importance du monitoring et de la cartographie, du déploiement aussi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on met concrètement? Qu'est-ce qu'on va faire avec Mesos pour déployer en tant qu'orchestrateur de microservices? Donc d'abord, on va utiliser notre ami Mesos. Alors, pour rappel, Mesos, ça reste qu'une place de marché. Hein. Il fournit juste l'état des ressources disponibles sur le serveur en un moment T. Ensuite, on va utiliser Docker. Docker, pourquoi? Pour l'isolation des services, et pour deux raisons. L'isolation des services, déjà, l'isolation vis-à-vis de l'OS sur lequel votre service va s'exécuter. C'est-à-dire que dans une image Docker, vous allez embarquer toutes vos dépendances dont le service a besoin, et après, vous n'avez plus besoin de vous soucier de la plateforme sur laquelle vous exécutez. Vous êtes dans un conteneur Docker. L'autre raison, c'est l'isolation entre les services eux-mêmes. Donc une fonctionnalité que fournit Docker et qui permet d'augmenter la densité applicative, donc comme tu l'as présenté encore une fois dans la première partie. Enfin, on a notre ami Marathon. Marathon qui va nous fournir un monitoring technique. Donc technique parce qu'en fait, en s'abonnant aux événements remontés par Marathon, on va savoir en temps réel quelles sont les instances de service qui s'exécutent. On va avoir vraiment un état en temps réel des techniques, des services s'exécutant sur le cluster. Mais aussi un monitoring applicatif parce que Marathon nous permet aussi de remonter des informations plus applicatives lors d'un health check et qui permettent d'être exploités par des outils, vos outils de monitoring que vous voulez utiliser.
Donc, il nous permet par là même de faire une cartographie des services automatiques, donc pas maintenus à la main, c'est vachement intéressant. Et il nous fournit le déploiement automatique des services avec la scalabilité en prime. Donc ça, c'était le premier cas d'usage qui venait assez naturellement après la présentation des cas, enfin pas des cas d'usage, mais des concepts. Oui, des concepts. Des concepts parce qu'on a beaucoup parlé des applications distribuées et les microservices en sont un exemple très contemporain. Mais pour essayer Mesos assez rapidement, on n'a pas forcément besoin d'avoir un cas d'usage d'une application qui va être en production. Ça peut être très critique, ça peut y avoir c'est pas forcément facile au niveau d'essayer un outil directement en production. Pour ça, on a le cas d'usage de Mesos avec Jenkins. Donc Jenkins, c'est un outil que vous connaissez tous d'intégration continue, de test en continu, très utilisé, mais sur lequel fréquemment on rencontre certaines limites notamment liées à l'isolation des jobs, certaines limites liées au fait qu'on est très souvent obligé de réserver des machines pour l'exécution des jobs Jenkins, des slaves. Pour ça, en fait, on peut utiliser Mesos pour faciliter, pour optimiser l'utilisation des machines et aussi augmenter le nombre de jobs qu'on peut exécuter en même temps. Donc, on va encore une fois utiliser Mesos. Je le laisse ici, il est toujours là, et il ne fait que ça. Docker qui va nous servir encore une fois à isoler les jobs, donc de la même façon présentée précédemment. Et enfin, Jenkins. Donc, on a vu précédemment qu'il existait un framework Jenkins qui peut s'interfacer sur un cluster Mesos et donc demander l'exécution de jobs, de build, sur un cluster Mesos. Alors, en conclusion, Mesos, à notre avis, c'est que c'est un must-have pour tout ce qui va être pour optimiser les ressources d'un cluster. Voilà. Les chiffres présentés en première partie étaient assez éloquents. C'est très intéressant. À partir du moment où vous avez un cluster assez conséquent quand même. Et c'est un must-have aussi, de mon point de vue, pour des applications distribuées. Donc, comme présenté précédemment, les services, les fonctionnalités fournies par le couple Mesos, Marathon, Docker sont très intéressantes lorsqu'on commence à s'aventurer sur le chemin des microservices. Mais Mesos, il ne fait pas tout. Hein. Mesos, il ne va pas du tout s'occuper des problématiques liées à l'infrastructure. Mesos, il n'est pas possible de provisionner des VM avec Mesos. Mesos, il se contente de remonter les ressources disponibles sur votre cluster. Après, il existe, donc, comme on l'a vu, des frameworks qui sont capables de l'utiliser d'une certaine façon, mais là, on parle déjà de machines qui sont déjà lancées, donc on ne fait pas de provisioning, pas de provisioning de VM. De la même façon, tout ce qui va être, tous les problèmes qu'on va rencontrer sur les architectures distribuées, la centralisation de logs, les problèmes liés à un éventuel système de fichiers distribués, toutes ces problématiques-là ne sont pas adressées par Mesos. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs encore des points à creuser. Lorsque si vous voulez essayer Mesos, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir soit trouver d'autres solutions qui sont déjà là, soit des choses auxquelles il faut réfléchir. Mais au final, Mesos, c'est bien, vraiment bien.
Non, je pense que... Là. Est-ce que vous avez des questions? Il y en a une au milieu. Allô? Oui, je ne sais pas si on m'entend. Ça va. Bien mieux que moi. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question à propos de Yarn. Ouais. Quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qui est meilleur chez Mesos, qu'est-ce qui est meilleur chez Yarn? Alors, faut savoir que... je ne sais pas si on m'entend. Oui, c'est bon. Faut savoir que, oui, effectivement, Mesos, l'un des premiers cas d'usage de Mesos a été pour optimiser les jobs Hadoop. Effectivement, Yarn, si je me rappelle bien, fait de l'attribution de ressources dynamiques pour les jobs Hadoop. Comment dire, Mesos couvre certaines fonctionnalités de Yarn de manière plus efficace sur certains aspects, a priori, notamment, si j'ai bien compris, sur l'aspect tagging des différents serveurs et des capacités de chacun des serveurs. Yarn intègre certaines fonctionnalités mieux que Mesos. Après, il y a des projets type Myriad qui permettent l'intégration des deux projets, à savoir Yarn et Mesos, pour lancer des jobs Hadoop. Et comment dire, des outils affiliés Hadoop, type Spark. Voilà. Donc c'est assez complémentaire. Il y a même certaines fonctionnalités a priori dans les prochaines versions de Yarn qui découlent, on va dire, de certaines fonctionnalités qui étaient apportées par Mesos. Donc c'est des choses qui sont quand même relativement proches, on va dire, qui ont une zone de couverture assez importante, mais qui apportent certaines fonctionnalités chacun de leur côté mieux que l'autre. Voilà. Donc c'est encore un gros débat. Aujourd'hui, si je devais partir sur un cluster Hadoop, je ne sais pas trop sur quoi je partirais. Je pense que je partirais juste sur du Mesos et pas du Yarn, parce que je ne connais pas du tout Yarn, mais ça, c'est mon avis perso. Voilà. Merci. Oui, je voulais savoir, j'ai compris dans les slides un exemple concret d'utilisation de Marathon pour les microservices. Par contre, pour ce qui est de Jenkins, est-ce que vous pouvez donner un exemple plus concret de quand l'association de Jenkins avec Mesos est pertinente? Vas-y. Oui. Alors, il peut arriver fréquemment, vous avez sûrement vécu cette situation, moi ça m'est arrivé, où vous avez une plateforme logicielle où l'exécution des jobs, avec le projet qui est un projet qui peut être très lourd, prend de plus en plus de temps. Et pour des raisons de problèmes d'isolation, d'isolation des jobs, ne peut être exécuté que de façon séquentielle par slave. En fait, dans ce cas d'usage-là, lorsque vous commencez à avoir un gros projet avec des builds qui prennent du temps et que vous souhaitez déjà les paralléliser et d'autre part ne pas forcément réserver une machine, une machine par slave à chaque fois tout le temps, c'est-à-dire que ne les utilisez pour Jenkins que lorsque effectivement vous lancez des builds, Mesos peut être intéressant à utiliser dans ce cas-là. Est-ce que j'ai répondu à la question? L'autre cas aussi que tu peux avoir à utiliser du Mesos avec Jenkins, ça te permet aussi de juste voir ton data center comme un pool de slaves potentiels qui ont des ressources CPU RAM disponibles, de ne pas affecter une machine à un projet, donc vraiment qu'ils aient à disposition un pool de ressources, et du coup, effectivement, d'augmenter la densité applicative de tes projets. L'autre intérêt aussi, mais c'est plus lié aussi à l'utilisation par exemple de Docker, c'est de plus lier une machine à un projet en particulier et qui viennent avec leur image, avec leurs outils. J'ai une machine qui construit du Java avec du Maven. Actuellement, j'aurais peut-être une autre machine à côté pour faire du Node.js. Bah là, j'aurais un cluster, ils viennent avec leurs images, avec leurs outils pour faire du Maven et une autre image pour faire du Node.js. Et ça peut tourner sur l'ensemble de mon data center. Donc tu permets de colocaliser, de réutiliser, du coup d'augmenter la densité applicative de ton data center. Voilà, ça répond. Merci. Justement, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible d'hybrider Mesos avec des serveurs sur lesquels on fait tourner des choses qui n'ont absolument rien à voir? Typiquement, la Jenkins, est-ce qu'on pourrait imaginer un Mesos qui va chercher les ressources un peu partout sur le data center dès qu'il y en a de libres, mais que ces serveurs ne soient pas exclusifs pour Mesos et que ça te fasse tourner une base de données, que ça fasse tourner autre chose? Alors, si tu veux augmenter la densité applicative de ton serveur, c'est-à-dire que si tu veux faire tourner plusieurs
instances applicatives sur un même serveur, tu vas avoir besoin de savoir ce qui tourne dessus. Le problème de faire tourner quelque chose qui ne serait pas vu par Mesos, c'est aussi vrai avec du Docker. Si tu fais du Docker, que tu veux scaler et isoler tes processus et augmenter ta densité applicative avec du Docker, tu vas avoir le même problème. C'est que tu as besoin de savoir ce qui est utilisé sur ta machine ou ce qui a été réservé sur ta machine. Donc je ne peux pas recommander de faire tourner quelque chose qui sera aveugle pour Mesos parce que lui ne saura pas ce qui est réellement exploité. Et là où mon serveur va peut-être me dire j'ai 4 Go de RAM de dispo ou qui ne sont pas réservés, alors que tu as un process à côté qui ne voit pas, qui lui occupe ces 4 Go, tu vas avoir un problème. Donc tu pourrais, dans la pratique, enfin dans la théorie, dans la pratique je ne le recommanderais pas parce que tu vas y perdre un intérêt, tu vas avoir des défaillances là où tu n'aurais pas dû en avoir. J'ai une autre question. Est-ce qu'effectivement ça remplace des outils comme Puppet ou Chef? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'adresse pas la même problématique. Des outils comme Puppet, Chef vont plus être liés à l'infrastructure, au fait de pouvoir décrire une machine. Jenkins, oh non, Mesos ne fait pas du tout ça. Mesos. Alors, oui, en fait, tu peux tout à fait avoir du Puppet Chef Ansible, enfin infra-as-code pour décrire ton infra de ton cluster Mesos. Tu peux avoir certaines briques de ton applicatif microservice qui sont décrites en dur parce que tu en as besoin avec du Chef. Puis le reste de ton appli en microservice, si on part sur le microservice, qui serait conteneurisé. Mais ça, après, c'est pas. Là, à aucun moment dans tout ce que je viens de dire, j'ai évoqué Mesos. C'est pas Mesos qui va te poser des problèmes d'infrastructure. Mesos, lui, il voit des ressources et il s'arrange pour que tu puisses exploiter au mieux les ressources. Mais pas comment tu les construis. Ça, c'est. Là, on a parlé de Docker, mais tu n'es pas du tout obligé de faire du Docker. Tu peux faire du Bash et ça marche très bien aussi. On en a parlé de Bash. Oui, Bash, oui, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Oui. Moi, j'ai une petite question sur les architectures microservices. Oui. Les différents services n'ont pas forcément le même profil d'utilisation des ressources. Est-ce qu'on peut indiquer d'une manière ou d'une autre le profil d'utilisation des ressources pour optimiser justement le placement du microservice? Et dans l'idéal, est-ce qu'il n'y a pas des solutions ou des études pour justement que le système soit capable de comprendre quel est le profil automatiquement d'utilisation des ressources pour s'adapter au mieux en fonction du microservice? Alors, c'est le marathon, ça. Ça va être Marathon qui va adresser cette problématique. Alors déjà, quand on demande via l'API REST à Marathon de déployer un service, on va lui préciser quelles ressources, enfin quelle quantité de ressources en RAM, en CPU, on alloue à ce service, cette instance du service. Et après, je ne suis pas sûr qu'il soit capable automatiquement de le déterminer. Non, en fait, ce qui va se passer, typiquement avec Mesos Marathon, ce qui va se passer, c'est qu'on va définir une configuration de notre ensemble de services. Et on va être capable de taguer le lancement de certains services ou applications et de dire « je veux que ça tourne sur tel type de tag ». On peut mettre des contraintes aussi sur du Marathon, mais là c'est Marathon, c'est un framework de Mesos, comme on l'a présenté. Typiquement, on pourrait dire « je ne veux qu'une seule instance de mon service sur chacun des serveurs, je n'en veux pas deux sur le même par exemple ». On peut avoir des contraintes un peu plus poussées, des likes, des not likes, des groupes. C'est assez puissant et c'est assez évolué. Donc, on a vraiment matière de savoir comment est-ce qu'on veut configurer l'ensemble de nos services. En plus, on a des notions de dépendance. On n'en a pas trop parlé, mais typiquement, en dépendance, je pourrais tout à fait avoir un groupe de services qui va être des fronts, un autre groupe de services qui va être de la base de données, et dire, bah voilà, mon groupe de front, il dépend de la base de données. Du coup, quand il va lancer mon environnement, il va dire, bon, bah, il faut que je lance les bases de données avant de lancer les fronts, par exemple. Donc il est capable d'avoir cette vision-là. On est capable d'aller assez loin dans la configuration du lancement de nos applicatifs. Mais là, c'est vraiment plus lié à Marathon qu'à Mesos. Mais là, on voit un parallèle entre ce qu'on nous demandait sur les outils comme Puppet pour décrire la configuration de machines. Mesos Marathon est fait en revanche pour décrire la configuration de nos services uniquement applicatifs. Mais là c'est assez riche pour faire ça. Justement, ça, c'est son boulot, Marathon. Ça fait partie de son boulot. Ça a répondu? D'accord, merci. Oui, bonjour. Bonjour. C'est un petit peu en lien avec la question précédente. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que plusieurs microservices qui seraient déployés sur une même machine, est-ce que Mesos peut assurer en fait vraiment la vraie isolation en termes de CPU comme de mémoire d'un microservice par rapport à un autre? Typiquement, s'il y a un microservice qui commence à être super utilisé, est-ce qu'on peut être sûr qu'il ne va pas impacter les perfs de l'autre microservice qui peut correspondre à une autre application?
Alors, en fait, comme on l'a dit, Mesos s'est développé depuis 2009 et depuis ce temps-là, ils faisaient déjà de la conteneurisation avec du DXC, bien avant l'arrivée de Docker. Il repose sur les mêmes briques que Docker en termes d'isolation. Hein. C'est du cgroup, du DXC, du namespacing, ce genre d'outils. Voire on peut faire du Docker directement. Ce que Docker ou ce genre de mécanique d'isolation vous garantit, c'est juste de réserver des ressources. Et typiquement, si je parlais du CPU, tout ce qu'on peut lui affecter, c'est un poids. Si mon service il est tout seul à tourner dessus, que je lui mets un poids de 0,5, il va quand même prendre 100% de CPU. Maintenant, j'ai un deuxième service qui vient avec un poids de 2, ben, je vais être rassuré que, vu que j'ai un 0,5 et un de 2, que mon service A avec le poids de 0,5, il va avoir un quart de CPU, au maximum. Mais ça s'arrêtera là. Je ne peux pas après brider l'application. En termes de mémoire, c'est pareil. La mémoire, ça va garantir l'occupation de mémoire maximum que peut avoir mon application en termes de RAM plus swap. On n'est pas encore capable de descendre plus bas. Et là, ce sont plus liés à des contraintes des systèmes d'exploitation Linux qui ne permettent pas d'avoir de ségrégation plus forte. Enfin, pas à ma connaissance, toujours. Donc c'est pareil, Mesos est capable d'exploiter ces fonctionnalités-là, mais vu qu'elles ne peuvent pas descendre plus bas, bah, lui, il ne pourra pas descendre plus bas. De la même manière, ça me permet de rebondir un tout petit peu sur un truc du coup. Quand on écrit une application qu'on dit je veux qu'elle ait 2 CPU et 4 Go de RAM, si elle utilise qu'un CPU et 500 MB de RAM, c'est pas grave. On a réservé les 2 CPU, 4 Go de RAM. Il ne va pas être capable de dire j'en occupe que la moitié de ça, donc du coup je vais réaffecter les autres ressources. Parce que je ne suis pas garanti que dans 2 heures, mon application ne va pas monter en charge et qu'elle va avoir réellement besoin de ces ressources. Et on ne sera pas capable de le faire, ça aussi. Ça serait un peu utopique. Voilà. Ok, merci. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que Mesos a du sens pour gérer un tout petit cluster de quelques nœuds? Vous pouvez reprendre juste parce qu'on n'a pas entendu le début. Excusez-moi. Est-ce que Mesos a du sens pour gérer un petit cluster de quelques 10 à 15 nœuds? Alors ça, c'est vraiment fait pour les grosses plateformes à 100. Alors, c'est une bonne question. Ça peut être intéressant pour tester, pour se faire la main dessus. Après, si vous faites du Docker, typiquement, il y a une alternative à Mesos, voire qui s'intègre avec Mesos, qui s'appelle Docker Swarm, qui permet de faire aussi de l'orchestration de conteneurs, du coup de service par exemple. Le seul truc, c'est que voilà, Swarm, c'est réalisé depuis hier en prod ready, donc c'est encore très jeune. On peut faire du Docker Swarm Mesos. Après, sur du petit cluster, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce que, comment dire, sa capacité à exploiter au mieux les machines ne va pas forcément être ultra intéressante, on va dire. À 10 machines, on serait capable de le faire à la main presque. C'est ce que je veux dire. Donc, après, Mesos, Mesos est très facilement installable, configurable. C'est très orienté DevOps, on peut y aller à coup de fichier. C'est pas très loin à installer. On a fait une démo à Brescamp où on installait un cluster pendant le temps de la presse. Ça se fait très bien. On s'est même penché à installer du Mesos sur du Raspberry Pi. Donc ça se fait bien aussi. Hein. C'est pas que c'est une usine à gaz, loin de là. Mais c'est juste que quand on commence à avoir du Mesos, du Zookeeper, voire du Docker, bon, pour 5-6 machines, ça commence à faire beaucoup. Là, on n'a pas forcément besoin. Quoi. Donc ça peut être bien pour tester, au contraire. Mais voilà. Je ne sais pas si ça a forcément un grand intérêt. C'est ça. Enfin, faut déjà voir si vous avez ce besoin, si Mesos ou des frameworks de Mesos peuvent répondre à des problèmes que vous avez déjà, mais sur un si petit cluster, pas forcément. Surtout si vous avez déjà des outils en place, c'est pas forcément nécessaire. L'autre intérêt à la rigueur, si l'intérêt que j'y verrais à la rigueur, c'est si vous ne faites pas de Docker, vous voulez faire par exemple des jobs Hadoop et vous avez un parc avec des machines Hadoop, là ouais, ça peut être intéressant. Parce qu'on va lui confier la tâche de faire la reprendre des jobs en cas d'erreur, le suivi d'état, etc. Et bon, ça peut apporter d'autres choses dans d'autres cas que du microservice, hein, mais c'est un peu au cas par cas, j'ai envie de dire. Comme le disait très bien Jérôme, il faut que ça réponde à des besoins que vous avez. Ou à des problèmes que vous rencontrez, éventuellement. Une question devant. Ouais. Oui, alors j'avais une question par rapport au support de Mesos sur différents types de processeurs. En fait, à l'époque, j'avais regardé une solution sur ARM. Et tout à l'heure, vous parliez juste avant des Raspberry Pi. Ouais. Pourquoi ça fonctionnait dessus? Il y a un an, a priori, c'était pas le cas. C'est toujours pas le cas. Pour savoir où ça en était. J'ai dit que j'ai essayé, j'ai pas dit que j'avais réussi. D'accord. Okay. Non, parce que dans l'idée, ça aurait été de faire une démo à coup de Raspberry Pi et de débrancher pour montrer la haute tolérance. Il se trouve qu'il y a un contributeur de Mesos qui s'est lancé dedans. A priori, il l'a fait. Il a réussi à compiler, mais il n'a pas encore dit comment. Voilà. Donc, on attend que ça. Donc, faut attendre. Voilà. Mais a priori, c'est faisable. Ok, merci.
C'est bon? C'est bon. Merci tout le monde.